Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Alors une fois de plus, on va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de policiers, on va parler de racisme, on va parler de blouse blanche. Distance physique oblige 2 experts au lieu de 4 et un invité au lieu de 2. Les experts sont Sylvie Losberg, psychhistorienne et présidente du Conseil national des femmes. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, enfin loin quand même avec la distance, Nicolas Dedecker, journaliste politique au vif. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors premier sujet, cette libération de la parole des victimes d'insultes et de menaces racistes, sexistes, homophobes, etc. Des personnalités qui osent témoigner de leurs blessures pour lutter contre ceux qui dénient l'existence même de tels actes. Et parallèlement à cela, on a aussi parlé de présence et surtout d'absence des minorités, l'absence de visibilité de ces minorités. Elles ne sont pas assez donc visibles dans les médias, mais aussi dans le monde de la culture. C'était l'objet du débat de Monde des Arts, le magazine de David Courrier, extrait avec Zidani et Mohamed Ouachen. Il suffit d'aller dans les cours de récréation, de comprendre que la différence est quelque chose qui s'éduque parce que les enfants entre eux peuvent être déjà très violents, hein, c'est les gros, les minces, les roux, les oreilles pointues, etc. Et donc cet apprentissage, il est important depuis le départ. C'est un apprentissage que tu as dit, il sera aussi long que le temps de la colonisation. Bien sûr. Et en attendant effectivement les quotas pour en fait s'habituer à cette imagerie parce qu'on doit être aussi méfiant de nous-mêmes que des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les autres. Nous naissons tous, nous-mêmes tous, même ici à cette table, avec des préjugés et avec des choses qui vont nous éloigner les uns des autres. Il n'est pas systémique. Nos préjugés n'est pas systémique. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a tous des préjugés parce qu'on grandit tous dans un environnement. Moi, en tant qu'homme, je peux avoir aussi des préjugés vis-à-vis d'une femme parce que j'ai un héritage par rapport à ça. Mais ce n'est pas systémique. La problématique, effectivement, la thérapie, elle se fait pour chacun. Mais il y a quelque chose On pourrait parler d'une psychanalyse d'une société, de la société belge. Je trouve que ça serait intéressant de l'analyser. Je pense qu'on peut le faire. Alors une psychanalyse de la société belge pour lutter contre le racisme, c'est une solution ? Mais j'ai regardé l'émission et j'ai trouvé ça assez pertinent. Évidemment, on ne peut pas adopter le dispositif analytique à l'ensemble d'une société, mais on peut avoir une réflexion de type analytique. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un peu le retour du refoulé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu faire face à l'histoire, au fait colonial en Belgique, d'une façon qui nous implique dedans. On le regarde un peu de loin, c'était avant, et aujourd'hui, on a passé finalement la serpillière dessus. Et je crois que ce qui arrive aujourd'hui, c'est quand même, vous l'avez dit, une libération de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on est tous pris dans ce que moi j'appelle la Belgique amnésia. On ne veut pas voir, on ne veut pas aller voir ce qu'il y a en dessous. Et il y a plusieurs, évidemment, manières de faire. Je crois que le lien vous avez fait avec le sexisme, par exemple, est très pertinent. Parce que quand on parle de quotas, on le voit ici, c'est exactement ce qui a permis aux femmes d'arriver à des postes pour pouvoir modifier structurellement la société. Donc je trouve que l'idée des quotas, c'est une bonne idée aussi. Et je voudrais terminer sur la question qui nous implique, nous, qui ne sommes pas, qui sommes blancs de peau. Voilà. On est blancs de peau. Et la différence, elle est perceptible, elle est visible, comme est visible la différence sexuelle. Et donc, pour changer ça dans une société, peut-être qu'il faut une réflexion de type analytique, mais il faut surtout une éducation à la citoyenneté, une éducation à la prise en compte de la différence. Et là, en Belgique, on voit bien que ça freine. Donc, je pense qu'on n'y est pas encore. Et vous, Nicolas ? Et pour embrayer sur ce que dit Sylvie, et pour aussi évoquer la question de l'agressivité des insultes sur les réseaux sociaux, insultes racistes et sexistes. On a eu cette semaine, je pense, la coprésidente des Colos qui est sortie du bois, vous en avez parlé, en publiant les noms et les textes de ce que les gens pouvaient lui envoyer comme message à longueur de journée sur les réseaux sociaux, et aussi bien à ce titre-là que sur la visibilisation de la diversité dans un secteur comme la culture, mais aussi dans tous les autres secteurs d'ailleurs. Il ne suffit plus de se réfugier derrière l'autorégulation. Il faut aussi bien sur l'éducation, mais aussi sur la répression, aussi bien sur les quotas que sur le moment où
quelqu'un va dire qu'il faut arrêter, il faut que les autorités prennent en charge ces problématiques-là. Ça ne suffit plus. On parle beaucoup en Flandre des tests de situation. Ça ne fonctionne pas. Enfin, politiquement, ça bloque. Mais c'est un exemple aussi qui démontre à quel point le fait de laisser libre cours aux instincts des uns et des autres, ou à la façon dont ils retransmettent leur héritage, pour employer le terme qu'a employé un de vos invités juste à l'instant, ça ne suffit pas. Et donc, il faut qu'il y ait une action, une réaction politique. Il faut que les autorités décident de choses. Et ça va de la prévention, de l'éducation, à la sanction quand il le faut. Parce que si la seule solution qu'a une personne qui est victime d'insultes, de menaces, d'agressivité est de simplement publier, contre-publier, somme toute, ce qu'elle a pu recevoir, mais c'est une façon de se faire justice soi-même. Et donc, ce n'est pas une façon de faire société. Et donc, je pense qu'il faut appeler les autorités à se saisir de ces questions-là. On va voir tout de suite ce qu'en pense un président de parti, savoir quelle est la réponse politique. On l'accueille, il s'agit de François de Smet. Il négociera en 2014 à la hauteur de la François de Smet est président de Défi, il est aussi député fédéral à la Chambre. Alors, je vous pose tout de suite la question, quelle est la réponse politique à apporter à cette situation d'insultes et de menaces racistes, sexistes, homophobes, etc. Sur les insultes, bien sûr, la répression. Rappelez qu'il existe des lois contre le racisme et contre la discrimination. Est-ce qu'elles suffisent Elles existent, mais vous avez raison, vous touchez le fond du problème, c'est qu'on a une loi Moreau depuis 1981, une loi antidiscrimination depuis 2003, et que s'il était possible que ces lois suffisent à anéantir le racisme et la discrimination, on le saurait. Il y a deux problèmes. D'abord, c'est mal appliqué, notamment les enregistrements. Chaque fois que quelqu'un veut se plaindre pour un fait allégué de racisme ou de discrimination, c'est laborieux. C'est parfois laborieux dans les postes de police, et puis c'est laborieux sur toute la chaîne judiciaire parce que c'est très difficile à prouver. Les seuls cas où on a vraiment réussi à coincer un employeur, par exemple, c'est des cas où il se trahissait, soit parce que benoîtement, dans un journal, il admettait faire de la discrimination, pas parce qu'il est raciste, je pense à un constructeur de portes de garage flamand, mais parce qu'il se plie au racisme de ses clients qui ne voulaient pas avoir des ouvriers d'origine marocaine installer ses portes. Ou alors quand ils se trahissent bêtement, c'est un autre cas célèbre chez Unia, de quelqu'un qui renvoie par erreur un mail interne qui disait, en renvoyant un CV, « Ah non, on ne va pas avoir pas de gens d'origine marocaine et pas de bougnoul chez nous, merci ». Et le gars répond au candidat en oubliant d'avoir effacé les mails d'origine. C'est les seuls cas que nous avons vraiment. Donc ça, c'est un gros problème. Et deuxièmement, on fait des choses tout de même, sans vouloir vendre un petit peu ma boutique. Les seuls tests de situation qui ont été faits en Belgique, c'était en région bruxelloise. Je sais que ça fait en effet le chambard en Flandre pour l'instant. C'était sous l'ère de Didier Gozouin. Bernard Kerfailly continue. Mais quand même dire un truc, c'est qu'on ne peut pas réussir à lutter, par exemple, contre la discrimination à l'embauche sans l'aide aussi des employeurs. Tout comme, on en reparlera peut-être, vous ne pouvez pas lutter contre les violences policières sans l'aide aussi à un moment de la police. Et là, toutes les strates de la société doivent admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez 10 000 personnes qui viennent, malgré les consignes sanitaires, défiler contre le racisme, même de manière statique, vous pouvez voir comme le MR, cette manifestation n'aurait jamais dû avoir lieu, Beuten. Non, vous pouvez vous mettre à réfléchir aussi et vous dire que ces 10 000 personnes ne sont pas folles et qu'il y a un vrai problème de fond qui était si important pour elles que ça justifiait d'enfreindre des règles sanitaires de base. On dit beaucoup que depuis Durban, il fallait un plan contre le racisme. Ce plan n'a pas existé. Alors maintenant, on promet que peut-être il va se faire, ce plan. Vous y croyez ? J'étais à Durban, moi. Je faisais partie dans une autre vie de l'équipe belge qui était à Durban. Et ce qui me frappait, et c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à avoir un plan, vous aviez les pays du Nord qui arrivaient avec plein de bonnes intentions, des tests de situation, des badges « touche pas à mon pote », je caricature, mais c'est à peu près ça. Et vous aviez des pays du Sud qui massivement venaient avec des demandes d'excuses, de réparation pour la colonisation et l'esclavage. Moi j'étais tout jeune, mais je me souviens que là, je me suis dit, tiens, le racisme, en fait, c'est pas un truc aussi universel qu'on croit. Le raciste, c'est toujours l'autre. Et c'est une partie du problème. Parce qu'une fois qu'on arrive ici et qu'on veut faire des plans antiracistes, alors d'abord, il faut quand même dire que des tas de choses existent en Belgique. Il y a des tas d'endroits où il n'y a pas d'organisme comme UNIA, où il n'y a pas de loi antidiscrimination, mais quand même, il y a un manque de coordination. Et il y a aussi du fait de certains partenaires
politique. Je pense à un parti nationaliste flamand qui est à peu près aux affaires presque partout depuis 2009. L'idée que le racisme, c'est peut-être un peu culturel aussi. Oui. C'est peut-être un peu quelque chose dont certaines personnes se servent pour se poser en victime et qu'il faut peut-être un petit peu être sérieux et commencer à travailler. Il y a un peu cette idéologie-là qui ralentit le fait qu'en outre, tout ce qui est plan interfédéral dérange aussi un certain nombre de partis nationalistes pour qui rien ne peut se faire de correct à un niveau fédéral, interfédéral ou de coopération. Alors c'est intéressant ce que vous disiez sur Durban, parce que ces excuses qui sont demandées aujourd'hui, on voit par beaucoup d'activistes et de sympathisants, est-ce qu'on doit aller plus loin en matière d'excuses ? Est-ce que par exemple le chef de l'État doit faire des excuses officielles auprès du Congo et des Congolais ? Alors peut-être, mais pas comme ça. Et pas sans qu'il y ait un processus. C'est intéressant que la question de la colonisation, ça mène comme ça, alors que ça a démarré d'un fait divers, certes tragique, horrible, mais qui est devenu universel. Et tout à coup, ça réveille dans plein de pays, pas seulement chez nous, des vieux dossiers qui remontent. Alors que vous avez des tas d'associations afro-descendantes qui essayent de laborieusement les apporter. Et ce qui est remarquable dans la question du Congo belge, c'est qu'il n'y a pas de polémique historique réelle. Il n'y a pas de grand... Alors, il y en a dans d'autres pays. Si en France, sur la guerre d'Algérie, par exemple, c'est un vieux contentieux national. Mais en Belgique, on connaît à peu près les faits. Il n'y a pas de grosse contestation. Par contre, il y a comme une chape de plomb entre la réalité historique des faits et la manière dont ça perconne dans la situation. Moi, je crois avoir eu une bonne éducation. Je dois reconnaître que je n'ai pas le sentiment, il n'y a pas si longtemps quand même, d'avoir eu des cours sur la colonisation un petit peu valables. Et donc, si des excuses arrivent après, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, une commission parlementaire qui va être publique et qui va faire œuvre de pédagogie, où tout le monde pourra s'exprimer, et qu'à la fin, on considère que la Belgique, et peut-être pour la période avant 1908, pourquoi pas éventuellement la famille royale, devrait envisager de poser des excuses, pourquoi pas ? Il se trouve que depuis lors, en Belgique, le roi est devenu très corseté et ne peut en principe même pas se recoiffer sans l'aval du gouvernement. Donc le palais et le gouvernement seraient bien avisés d'avoir une attitude commune à ce moment-là. Un gouvernement certainement de plein exercice, on en reparlera tout à l'heure. Sylvie Losberg, vous aviez écrit un livre d'histoire, je me souviens. Oui, pour le primaire, il y a plus de 10 ans. Et effectivement, il y avait 2 pages sur Léopold II d'une part et le Congo de l'autre. Et je me rappelle que RTL, excusez-moi, était allé dans une classe et c'était ça qui avait été vraiment repéré par les instituteurs qui disaient nous on est très heureux d'avoir ce texte parce qu'enfin on a quelque chose de rigoureux qui explique bien aux enfants. Et je me rappelle justement qu'il y avait un des petits enfants qui parlait, c'était 10 ans, c'était 5e primaire, et j'avais été très choquée parce qu'il avait dit tout ce qu'on a fait c'est horrible, faut vraiment qu'on s'excuse, je me sens si mal. Et donc cette culpabilité, il l'avait endossée. Je m'étais dit, oula, c'était pas mon intention. Donc la différence en fait entre effectivement la connaissance que l'on a depuis Jean Stengers, qui est le premier historien à avoir mis le doigt sur évidemment les dysfonctionnements de la présence belge au Congo et les crimes du Congo, et la façon dont on en parle aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un autour duquel on tourne sans jamais l'aborder, parce que c'est pas Philippe ou c'est pas Albert II, c'est Léopold II, mais c'est quand même Baudouin. La décolonisation, Lumumba, la commission parlementaire, c'est 2000-2001, hein, et qui en parle ? Je veux dire, qui la connaît, qui l'a lu ? Silence, parce que je pense qu'il y a un tabou sur la décolonisation et sur ce que la Belgique a continué à faire au Congo après la période dite coloniale. La commission permettra peut-être de faire la lumière là-dessus. Nicolas Sylvie contient un peu en creux une réfutation de la thèse de François Desmet, puisque elle démontre qu'en réalité une commission parlementaire, et a fortiori de nos jours, à l'époque où le travail des politiques à tort ou à raison n'est pas spécialement bien considéré, ne va sans doute pas apaiser les personnes qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, mais dans la rue, dans les cafés, les personnes que l'on rencontre, font encore l'apologie de Léopold II et de ce qu'il a fait au Congo. En réalité, c'est à peu près insoluble, parce que les personnes qui réclament que l'on continue de tresser des lauriers à Léopold II pour ce qu'il a fait au Congo en particulier, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre en général, sont aussi des gens qui sont extrêmement critiques vis-à-vis du politique. Alors en quoi, au-delà d'excuses qui me semblent à moi indispensables, nécessaires, évidentes et tardives, dramatiquement tardives, en quoi une commission parlementaire, sachant que les faits sont en réalité, on l'a tous dit ici, on le sait tous, connus, on ne va pas demander de rouvrir les dossiers de l'histoire, les gens les connaissent, en quoi est-ce qu'une commission parlementaire va
apaiser ou convaincre certains de ceux qui aujourd'hui sont les plus billes en tête pour défendre la mémoire de notre glorieux Léopold II, que j'ai appris comme ça aussi à l'école primaire. Oui. En ce que le politique, avec ses qualités et ses défauts, moi j'y suis que depuis un an, donc j'espère encore avoir un petit œil frais là-dessus, est malgré tout le mieux placé. Moi je vois bien que c'est un sujet extrêmement clivant. Vous postez un truc sur les réseaux sociaux là-dessus, vous pouvez vous faire insulter à égalité, à la fois par des groupes d'afro-descendants qui trouvent qu'on devrait tout déboulonner, pour certains d'entre eux, pas tous, et en effet par des nostalgiques de Léopold II, parce qu'en fait la figure du roi Léopold II c'était aussi, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est le problème, c'était pas seulement le roi colonisateur, c'était aussi un roi bâtisseur, symbole d'une Belgique qui allait quand même bien, qui était parmi les premières puissances mondiales. Sans doute grâce au Congo. Entre autres grâce au Congo, pas seulement la Belgique devait aussi beaucoup à son charbonnage à l'époque, et à son, voilà. Mais c'était toute une époque. De la même manière, quand on reproche à juste titre à Tintin au Congo d'être un album bourré de préjugés racistes, c'est vrai, mais c'est toute l'époque c'était le reflet de son époque. Et c'est la même chose quand vous voyez une statue de Léopold II, il y a cette ambivalence-là. Et le politique, bah oui, il peut réconcilier cela. Vous ne pouvez pas vous amener avec des excuses sans un processus. Si vous voulez avoir un processus officiel qui ait de la valeur démocratique, le Parlement ne me semble pas l'endroit le plus inadéquat pour procéder. Est-ce qu'il y aura des réparations, François De Smet? Aucune idée. Voilà, commençons par régler la question des excuses, puis... Oui, moi je voudrais dire deux petites choses pour conclure. Ce n'est pas forcément tardif, c'est la règle des 60-70 ans. Chaque traumatisme collectif, c'est 60-70 ans. Vous l'avez vu, par exemple, avec la Shoah, en Belgique, c'était 60-70 ans. Je ne dis pas que j'adhère à ça, mais c'est au fond le temps qu'il faut, juste au moment où les gens vont mourir pour raccrocher à quelque chose. C'est une règle qui apparaît historiquement et on ne sait pas très bien pourquoi. C'est une règle naturelle, visiblement. Voilà, n'est-ce pas bon, le droit naturel. Alors, sur la question des réparations ou des excuses, le Parlement peut-être, mais rappelez-vous que c'était Verhofstadt qui l'a fait pour l'excuse pour le Rwanda et pour les Juifs aussi, je pense que c'était lui ou c'était le terme. Je pense que c'était Verhofstadt. Donc c'est peut-être aussi le chef de gouvernement. C'est l'État en fait. Oui. C'est l'État, ce n'est pas la personne royale. Je pense que c'est l'État qui doit le faire. On aura certainement l'occasion d'en reparler, mais je voudrais là parler avec vous d'un autre sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine et qui est en lien. On a vu Pierrette Fofana, cette députée européenne qui a décidé de porter plainte contre la police bruxelloise. Et vendredi, la police manifestait, enfin 300 policiers manifestaient leur mal-être, leur blues, parce qu'ils estiment qu'il y a un bashing systématique contre les policiers, et notamment de la part des médias. Voici le témoignage de Raoul Moulin, c'est un syndicaliste policier, et c'était dans notre magazine Versus. L'image du policier s'est dégradée au fil des années, sans doute par une évolution de la société qui maintenant tolère beaucoup moins ses devoirs et n'a plus que des droits. Il faut quand même être bien conscient qu'en Belgique, nous avons la chance d'être en démocratie et que donc, au-delà des droits, il y a des devoirs aussi. Mais on voit que la ligne est de plus en plus ténue. De plus en plus de personnes franchissent la ligne du mauvais côté. Et donc, l'image du policier est forcément ternie parce que c'est celui-là qui empêche de tourner en rond, si vous me permettez l'expression. Et donc, dès qu'il va intervenir, ça ne sera jamais, je dirais, pris du bon côté. Ça sera toujours « Ah oui, j'ai été ici flashé, tu imagines, j'étais à 60 au lieu de 50. Ah oui, ici j'ai été verbalisé pour ci, j'ai été verbalisé pour ça. » Et donc le contact entre les gens se font de plus en plus difficilement. Alors, gentil policier ou mauvais policier, qu'est-ce qu'il en est ? Je pense que c'est l'occasion de mettre fin à une série d'amalgames. Alors oui, il y a des comportements policiers plus que limites. Il y a du racisme dans la police, c'est évident. Mais je ne crois pas que la police en elle-même soit raciste. Je crois que c'est un métier difficile, qui mérite le respect. Et je crois que la toute grande majorité de ceux qui le font n'ont pas de souci avec ce qui est étranger de manière générale. Et la manifestation qui se tient vendredi, elle me touche et je la trouve intéressante, d'abord parce qu'elle ne vient pas d'un syndicat. C'est une émanation spontanée d'un groupe Facebook. Deuxièmement, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse aux politiques, oui, comme d'habitude, mais aussi à la population. Et ce n'est pas une réclamation de moyens. Et ça, c'est assez intéressant. Ils demandent précisément du respect et de la reconnaissance. Et c'est intéressant parce que si vraiment toute la police était raciste,
il s'en ficherait de se faire traiter de raciste. Il ne serait pas ému au point de faire quelque chose comme le dépôt de menottes quelque part. Donc moi je crois que c'est l'occasion de dire que la police dans l'ensemble n'est pas raciste. Attention, les pommes pourries, bien sûr, il faut les traquer, mais des tas de choses existent. Vous pouvez poursuivre quelqu'un disciplinairement. Le comité P, peut-être qu'on n'en fait pas assez, peut-être qu'il n'y a pas assez de prévention du racisme dans un certain nombre d'endroits, mais si on ne compte pas, notamment sur la police, pour faire le ménage dans ses rangs, et comme allié demain pour la lutte contre le racisme, notamment parce qu'il faut bien quelqu'un pour enregistrer les plaintes, on en parlait tout à l'heure, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il faut entendre ce message qui je trouve, doit être compris comme une vraie gêne. S'ils prennent pour eux à ce point aussi mal le fait d'être traités de racistes, c'est en soi pas un mauvais signal, et il faut essayer de ne pas tomber dans l'amalgame d'un côté ou de l'autre. Nicolas Dezecker, est-ce que les médias sont les ennemis des policiers? Parce qu'ils se plaignent du média bashing. Alors, je vais en profiter pour rebondir sur ce que disait votre intervenant ici, sur la question de la démocratie, en disant finalement, mais dans une démocratie, il y a aussi des devoirs. On entend souvent, au moment où il y a des bagarres entre policiers et des personnes qui ne sont pas bien intentionnées vis-à-vis des policiers, les gens qui défendent les policiers, et à juste titre dire c'est inadmissible dans un état de droit, c'est inadmissible dans une démocratie que les gens s'en prennent à des policiers. C'est inadmissible en effet dans un état de droit et dans une démocratie, mais c'est aussi inadmissible dans une dictature. Ce qui différencie la démocratie de la dictature, ce n'est pas la façon dont les voyous se comportent avec les policiers, c'est la façon dont les policiers se comportent avec les voyous. Et en effet, c'est ce qui rend le métier de policier particulièrement difficile, particulièrement stressant, parce que quand vous êtes policier, vous êtes dépositaire de la violence légitime, comme disait Max Weber, et donc vous êtes appelé à travailler dans un contexte violent presque au quotidien, malheureusement. Alors ce qui distingue une police dans une dictature d'une police dans une démocratie, c'est justement que les policiers sont redevables, non pas simplement devant leur hiérarchie, qui peut être un ministre, un roi ou un commissaire du peuple ou que sais-je, mais devant l'opinion, devant les autres pouvoirs. La police, c'est le pouvoir exécutif. C'est les policiers qui sont chargés d'appliquer la loi. Eh bien, il faut des contre-pouvoirs. Il faut donc qu'il y ait des journalistes et des citoyens qui puissent avoir des moyens technologiques, mais aussi juridiques, de demander des comptes à la police. Et de contrôler la police. Et de la contrôler, parce que la police est-ce qu'on n'est pas plus dur avec la police qu'avec d'autres corps constitués? Mais moi, je pense que c'est même plutôt le contraire. Globalement, dans les journaux que je lis souvent, je lis moins d'éditoriaux méchants vis-à-vis de la police que d'éditoriaux méchants vis-à-vis du Parlement, du gouvernement, ou même de la justice. Donc je trouve que alors, ils sont en effet vus d'une manière très critique. C'est en effet très difficile de faire ce métier et d'être en plus vu de manière critique. C'est pas facile d'être un super-héros, mais en démocratie, malheureusement, les policiers doivent être des super-héros. Belle démonstration. Alors, Sylvie Losberg, qu'ajouter? Oui, je vais ajouter sur la question du contrôle des policiers. On a une législation qui n'est pas forcément appliquée chez nous. Le contrôle, ça existe, la transparence, ça existe, l'enregistrement des contrôles, ça existe. Mais en fait, on ne sanctionne pas, on ne voit pas. Et ce qu'on a vu avec justement cette députée européenne, c'est quand même quelque chose, elle prend une photo, et parce qu'elle prend une photo, on la plaque au mur. L'autre élément que je voudrais ramener, c'est sur est-ce que la police est raciste? En fait, la police, c'est comme la société. Elle est raciste et elle est sexiste comme la société. Et elle est le reflet de la société. Alors, avec l'élément supplémentaire qu'elle a l'autorité et qu'elle a la force. Mais elle n'est pas plus raciste ou moins raciste. Le problème, on revient au sujet précédent, c'est un problème qui est général. Et on ne peut pas demander aux policiers d'être exempts de ça. Ils devraient être plus exemplaires, c'est vrai, et pour ça, il faut les contrôler, il faut les sanctionner, mais je crois que ça s'applique en fait à tous les domaines, et je ne crois pas qu'il y a un domaine qui soit exempt de ça. François Desmet. Une piste de sortie, c'est que ceux qui réclament plus de moyens contre la violence exercée contre les policiers, mais aussi contre les violences exercées en excès éventuel par les policiers, réclament les mêmes outils, à savoir les bodycams. C'est ce que les policiers demandent, mais aussi les gens qui sont contrôlés par les policiers. Donc c'est simple comme solution. Écoutez, ça fait partie de la solution. Si en effet vous avez une GoPro sur votre épaule et qu'il y a moyen de reconstituer toute une scène, ça permettra aux uns et aux autres de se justifier. Et puis c'est un aspect préventif pour les uns et pour les autres. En effet, il n'est pas admissible de taper sur des policiers. Et les policiers qui ont un pouvoir de contrainte doivent malgré tout toujours être dans un devoir de proportion, ce qui n'est pas tous les jours facile. Convenons aussi
que dans une série de quartiers, la situation est difficile mais depuis des dizaines d'années. On pense à Anderlecht, par exemple, entre les jeunes et la police, et où là, il y a peut-être des actions de quartier, de police de quartier, de proximité, qui ont peut-être été sucrées. Une dizaine d'années que ça existe. En effet, pas assez, parce qu'il y a certains quartiers, vous avez l'impression, au fur et à mesure des générations, je parle même d'une époque où la population d'origine immigrée n'était pas là. On sait tous qu'il y a des quartiers d'Anderlecht où depuis toujours, vous avez des soucis entre la police et des jeunes. Anderlecht. Pas du tout, c'est une commune au contraire que j'apprécie beaucoup, mais où on a un échelon de la prévention qui fait beaucoup de boulot et qui justement doit beaucoup se débattre dans ces sujets et sur le terrain. Alors, dans quelques jours, le gouvernement minoritaire de pouvoirs spéciaux, mené par Sophie Wilmès, devra démissionner pour laisser la place à qui et à quoi, ça on verra. Les partis socialistes avaient proposé un gouvernement formé de partis traditionnels mais minoritaires. Proposition rejetée mercredi par les présidents des partis de l'actuel gouvernement. On les écoute à la sortie de l'entrevue chez Sophie Wilmès. Relative ou pas, il faut une majorité. Et le pays a besoin de beaucoup de choses. C'est quand même une crise importante pour le pouvoir d'achat des gens, pour les soins de santé, les réformes d'État. Et pour ça, il faut avoir quand même confiance d'une majorité en Parlement. Je pense que la responsabilité, c'est effectivement d'avoir une formule majoritaire. Mais si on voit que c'est totalement impossible, on ne peut pas non plus laisser le pays à l'arrêt. Et donc peut-être que des formules plus originales pourraient entrer en vigueur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration que toutes les autres formules sont impossibles ? Je n'ai pas l'impression. Nous n'avons pas abandonné l'ambition de trouver une majorité dans ce pays pour soutenir un gouvernement et lui donner le pouvoir de mener un plan de relance. On a l'impression qu'on est sorti de la période où tout le monde trouvait qu'il fallait absolument faire quelque chose et se mettre tous à table. Vous êtes d'ailleurs à la table des pouvoirs spéciaux, avec la NVA d'ailleurs, et là on est parti pour d'autres gouvernements. Vous êtes à la même table, ça on peut pas dire. Nous on reste à table et il y a toujours un moment où la NVA s'en va, ce qui est son attitude naturelle préférée. Alors ici, comment vous avez vécu cette séquence ? Je suis assez perplexe sur cette séquence. D'abord, la famille socialiste prend la main avec... elle a perdu comme les trois quarts des politiques aux dernières élections, mais quand même restait la première du pays. Donc il y avait une sorte de légitimité, d'autant qu'ils avaient fait le tour de tous les présidents pour dire on vous prévient qu'on prend une initiative, ok, très bien. Ils s'amènent avec une proposition qui n'est pas la 8e merveille du monde. La preuve, il n'y a pas des filles dedans, par exemple, mais qui tout de même était un début de solution intéressante et qui avait, je trouve, une vertu pédagogique, qui est de dire, les amis, si tout le monde reste sur ses desiderata et ses exclusives, il n'y a que ça qui est possible. Un gouvernement minoritaire, par exemple, autour d'une tripartite éventuellement soutenue par le Parlement. Les trois partis du gouvernement, attention, ils n'ont pas dit qu'ils rejetaient. Ils ont dit que ce n'était pas une piste privilégiée. Et je suis un peu interpellé par la manière dont la balle a été reprise et confisquée par ces trois partis du gouvernement, qui nous disent en gros, merci, mais en fait, non, on ne va pas privilégier cette piste. Non, on n'a rien de mieux. Mais on va garder la balle et jouer jusqu'au 21 juillet, on fera peut-être quelque chose, un rapport. Mais au fond, en fait, de quel droit ? Pourquoi ces trois partis-là, au fond ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre le CDNV ? Puisque le raisonnement qu'on nous tient, c'est qu'il faut maintenant élargir la base du gouvernement qui, nous disent-ils avec un certain culot, est une preuve de stabilité du pays. Et surtout, le 21 juillet, Paul Magnette, au moins, et Conor Rousseau, ils proposaient quelque chose qui pouvait aller très vite, dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, il n'y aura plus de pouvoirs spéciaux. Jusqu'au 21 juillet. Mais combien d'emplois on aura perdu ? Combien d'entreprises auront fait faillite ? Il faut un gouvernement maintenant. Et nos trois partis du gouvernement, là, alors ou bien ils vont nous sortir un lapin de leur chapeau dans les jours à venir, qui sait, avec une majorité que personne n'a vue. Ils vont peut-être recompter les sièges au Parlement et s'apercevoir que finalement il y a moyen de refaire une Certains, ils ont recompté les sièges en disant il ne faut pas compter les extrêmes. Oui, enfin, on sait tous que c'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas priver les extrêmes de leur droit de vote. Ils sont là quand même. C'est ça aussi la démocratie. Et donc, ou bien ils nous sortent une recette de leur chapeau que personne n'a vue jusqu'ici, ou bien il va falloir quand même se poser la question de savoir s'ils ne sont pas sur une rente de situation avec par exemple 7 ministres MR dont la première, un gouvernement qui, tant que rien d'autre ne se met en place, reste là, peut se targuer d'être stable, et en attendant rien ne bouge et nous allons droit vers la plus grasse crise économique de notre histoire. Nicolas Dedecker. Sur la question de la rente de situation, les sondages qui sont parus ce samedi matin dans le soir montrent que, en effet, côté francophone à tout le moins, j'ai pas pensé à regarder le côté flamand, mais les ministres MR qui ont été très exposés pendant cette crise, gagnent des places en popularité. Et donc, ça, c'est naturel. C'est naturel, et il y a sans doute aussi une volonté de garder les manettes
Ça, c'est la question de popularité, puis c'est la question de politique publique. C'est le moment où on va négocier, où on veut discuter d'un plan de relance. Peut-être se dit-on dans ces 3 parties, puisque nous sommes au gouvernement, nous aurons l'occasion de faire passer des choses, quitte à ce que ça soit négocié bien sûr un moment ou l'autre avec le Parlement ou d'autres partis, on pourra faire passer des choses qui nous correspondent davantage comme nous sommes au gouvernement. Peut-être que c'est un des raisonnements. Et parce que le contre-coup de ce contre-feu, de ce contre-coup de cette reprise de la balle en main, c'est aussi que chez ces 3 partis-là, en général, et en particulier d'ailleurs au côté francophone OMR, on n'a quand même pas la volonté de mettre tout ce que la coalition suédoise sortante, il y a longtemps qu'elle est sortie, a introduit comme mesure. Et quand Paul Magnette vient avec ses propositions, il y a toujours, de manière sous-jacente ou de manière explicite, la volonté de dire on vient avec une solution, mais les faits démontrent que vous vous êtes planté, vous, avec votre Charles Michel, avec votre NVA, avec tout ça. Et donc, il y a aussi ça, c'est aussi c'est pas simplement une question d'ego politique, c'est aussi une question de vouloir préserver son bilan et le prolonger. Et pourtant, c'est fini, l'histoire du bilan. C'était au moment des élections. Peut-être qu'on réunisse une commission du Parlement et des historiens pour voir... Sylvie Losberg, est-ce qu'il y a des dossiers, finalement, qui ne passent pas à cause de la situation actuelle ? Ça, je vous vois venir. Oui. Mais, bien sûr. Donc, le dossier que le CDNV va mettre le premier au frigo, pour ne pas dire à la morgue, c'est le dossier IVG. Ça, c'est très clair que... Et on a vu des contre-feux apparaître avec des propositions délirantes pour enfermer les femmes enceintes. Enfin, je vous passe les détails. Donc ça, c'est sûr. Mais je pense que le plus grave là-dedans, c'est ce que disait Nicolas. C'est qu'au fond, le projet de société et ce que la crise a révélé des failles de notre société, l'aspiration des citoyens et des citoyennes à autre chose autrement, c'est cadenassé. On l'a vu, et c'est ça qui est terrible dans cette séquence que vous avez montrée. Et autre chose encore, c'est que nous avons vécu pendant des années avec un exécutif qui a pris la main sur le Parlement, qui a cadenassé le Parlement, qui empêche les parlementaires de voter en leur âme et conscience, comme on dit, sauf sur les questions éthiques, et on voit bien qu'elles sont aussi cadenassées. Et alors, cette minorité majoritaire ou l'inverse, c'est ça qu'elle aurait permis. Elle aurait permis d'avoir une assise de l'exécutif 71 sur 150 et de laisser au Parlement le droit de voter sur le fond des dossiers et pas avec des votes de façade et des logiques de parti. Et donc je pense que c'est vraiment se tromper. Et pour moi, si on en arrive à ça, et je vais vous dire mon sentiment, c'est l'État CVP qui revient, eh bien on va provoquer une colère dans la population dont ils vont devoir gérer le retour de boomerang. Et je ne dis pas ça pour jouer les Cassandres, je le crains pour tout le monde. Alors François de Smet, l'État CVP ou l'État NVA ? Écoutez, il y a des rapprochements. C'était un beau cartel à une époque. Et la NVA aujourd'hui est très déchirée entre, et à mon avis, si un jour il y a une grosse évolution en Flandre, ce sera plutôt de cet ordre-là, entre une aile très identitaire qui ferait bien un jour alliance avec le Lands of the Line et une aile beaucoup plus respectable, plus conservatrice et qui, elle, est objectivement proche du vieux CVP dont elle rêve de prendre la place. Il est possible qu'à un moment, la NVA doive choisir entre ces deux ailes et c'est une partie du problème qui nous occupe, puisqu'au fond, on est dans l'instabilité, pas seulement depuis un an, mais depuis 10 ans. C'est depuis que la NVA a la place qu'elle a dans la politique belge et qu'elle exerce des responsabilités que nous avons régulièrement des gouvernements en affaires courantes, une impossibilité ou une grande difficulté de former des gouvernements. Mais ici, la classe politique est inexcusable puisqu'il existe toute une série de majorités possibles, sans le Lands of the Line, sans le PTB, mais aussi sans la NVA. Simplement, on n'ose pas les entreprendre. En tout cas, avec la NVA, ce ne sera pas avec nous, mais l'avantage d'avoir 2 sièges, c'est que vous ne pouvez rien bloquer. Vous pouvez peut-être débloquer une ou deux situations. Mais là, c'est au grand parti de surmonter, pardon de le dire, mais leur querelle d'ego. L'idée de Magnette, de Conor Rousseau, elle est pas mal. Et Boucher ne l'a pas complètement descendue. Simplement, depuis un an, il y a aussi cette constante que chaque fois que quelqu'un a une idée un petit peu intéressante, eh bien, le parti d'en face, aussi grand, va tout faire en sorte, va tout mettre en œuvre pour que cette idée ne soit pas suivie parce qu'elle n'émane pas de la bonne personne. On ne peut pas se réapproprier l'idée d'un adversaire facilement. Et donc ça, c'est des querelles d'ego. Bataille d'ego qu'autre chose. Je crains que ça joue, oui. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'on va revoter ? Alors, tout est possible, on est en Belgique. J'espère franchement que non. Enfin, on votera un jour, c'est la démocratie. Oui. Mais le plus tard possible, d'abord parce que
on va vers un déficit de 50 milliards. On est à 9500 morts. On a 40% du secteur Horeca qui menace de fermer. On a des aides-soignants, des infirmières qui ne savent pas s'il va y avoir une seconde vague et si on va être prêt. On a le secteur culturel et événementiel qui est encore aux 3/4 à l'arrêt. Je crois que personne n'est en train de se demander pour qui il va voter. Il faut un gouvernement qui puisse vraiment proposer une relance, affronter l'incertitude. Et j'ajoute qu'une des dernières institutions fédérales qui ne fonctionne pas trop mal dans ce pays, c'est le Parlement fédéral. Notamment ce jeudi-ci, on a encore voté une dizaine de lois qui arrivent à faire fonctionner ce pays. Si vous dissolvez la Chambre, vous partez vers une aventure, vers des élections dont rien ne montre, au contraire, quand on regarde les sondages, dont rien ne montre qu'elles vont arriver à dresser une situation plus stable et plus intéressante. Et si l'idée c'est de faire des élections pour tirer les bilans de la crise et aller vers le monde d'après, alors pourquoi pas, mais il est trop tôt. On n'a pas encore digéré tous les aspects et sanitaires et économiques de cette crise. Il faut un gouvernement maintenant, ici, fin juin, début juillet, pas attendre la fête nationale pour recevoir une note de l'actuel gouvernement pour nous dire que tout va bien et qu'on continue. C'est pas possible. Et prolonger les pouvoirs spéciaux à 9 ? Alors, la question doit se poser maintenant. Jusqu'ici, la situation sanitaire semble sous contrôle et ne semble pas... Donc c'est non pour défi ? A priori, si ça reste comme ça, non, parce que c'est quand même une exception démocratique. Ça met le Parlement hors jeu et il vaut mieux que le Parlement reprenne la plénitude de ses pouvoirs. J'ajoute que pour les 7 partis, 7 ou 6, qui soutiennent les pouvoirs spéciaux de l'extérieur, c'est pas toujours confortable, reconnaissons-le, d'avoir un quart de pied à l'intérieur et 3/4 de pied à droite. On préfère reprendre entièrement notre liberté, maintenant que le plus gros de la crise sanitaire est derrière nous. Je vous propose à présent la galerie de portraits de la semaine, les têtes d'affiche, 4 personnes qui ont fait l'actualité. À vous de choisir une d'entre elles qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par Nicolas Frutos, revenu chez les Mauves comme T2 du Sporting Club d'Anderlecht. Shirley Doyen, l'ex-échevine soupçonnée de fausse procuration à Jette. Patrick De Waal, le président de la Chambre qui va installer une commission colonisation. Ou Frank Robben, le haut fonctionnaire du traçage critiqué par la revue Wilfried. Alors qui choisissez-vous ? Nicolas le footballeur, Shirley l'échevine, Patrick le politicien ou Franck le haut fonctionnaire ? J'aurais pu prendre Patrick De Waal parce que avec cette création de commission, je trouve qu'il est à la hauteur de la situation et de sa fonction. Mais comme on en a parlé, peut-être plutôt parler de Frank Robben que je ne connais pas, mais qui pour l'instant, à tort ou à raison, on verra, eh bien, cristallise toutes les craintes qu'on peut légitimement avoir sur la manière dont va s'organiser le traçage. Pas le traçage lui-même parce qu'il en faut un, il ne faut pas être hypocrite. On n'arrivera pas à être prêt pour une éventuelle seconde vague ou une autre pandémie si on n'organise pas une manière par laquelle on peut repérer, les personnes qui souffrent du Covid peuvent être tracées dans leurs contacts et arriver à enrayer la maladie. C'est pour ça qu'il faut une base de données. Il y a un projet au Parlement qui est en train d'examiner comment cette base de données doit être faite. On est en train de tenir compte de toutes les remarques qu'ont fait la Ligue des droits humains, Amnesty et autres. Et alors, il y a la question de l'application. Et là, pour l'instant, ça se passerait via un accord de coopération entre régions, puisqu'en plus, il se trouve que c'est une compétence régionale. Et la personnalité de M. Robben n'est pas très, en effet, rassurante. Il faut vraiment, sur des enjeux pareils, qu'on ait toutes les garanties en termes de déontologie, de fiabilité et de respect des droits humains. C'est pas impossible d'avoir un traçage qui respecte les droits humains, mais il y a du travail et je crois que les parlementaires de nombreux partis sont en train de le comprendre. Tiens, si vous êtes positif au Covid, est-ce que vous donnez les noms des gens que vous avez vus les derniers jours ? Bien sûr. Donc je vous citerai M. Deleu, ainsi que nos deux amis. Très bien. Moi aussi, je devrais en citer d'autres. Alors, 5 infos de la semaine. Laquelle vous a ravi ou vous a énervé ? Pourquoi ? On va commencer par la reprise des voyages avec l'ouverture des frontières. C'était lundi. L'ours de Bruxelles, dont on a découvert les vestiges au parking 58, 10 siècles d'âge. La distribution des masques fédéraux depuis lundi. La fin du moratoire sur les faillites, ça c'était le 17. Ou les ambulants et les événementiels complètement oubliés des décisions, notamment de ces fameux supercairns dont vous faites partie. Je ne savais pas qu'on avait retrouvé un ours dans le parking 58. Vous ne saviez pas ? Eh ben voilà, il faut suivre davantage BX1. Je suis absolument navré, donc ça m'inspire beaucoup. C'est l'ours brun de Bruxelles. On chassait l'ours à Bruxelles, en fait. Peut-être parler alors de ces distributions de masques fédéraux qu'on pourrait requalifier les masques des carabiniers de Funback, puisqu'ils arrivent le 15 juin alors qu'on en a besoin depuis mi-février. Le fédéral, on a été
le pouvoir fédéral n'a pas été évidemment à la hauteur depuis le début. C'est le péché originel de cette crise. Mais ça dit quelque chose de nous tous aussi. C'est-à-dire que le péché originel qui consiste à avoir détruit un stock stratégique qu'il fallait détruire, il était périmé, de ne pas l'avoir renouvelé et d'être passé à une gestion de flux tendu, sur le raisonnement que, comme c'est facile d'avoir des masques, il suffit de claquer des doigts et ils arrivent de bout du monde, ne prend les bienfaits de la mondialisation sans en oublier le problème qui est que si la Belgique est touchée par une pandémie, il y a des chances raisonnables que tous les pays autour de nous le soient aussi, et donc que le marché soit saturé, et donc on n'arrive pas à avoir les masques. C'est un manque de prévisibilité terrible. Et depuis lors, on court derrière avec une sorte de malédiction sur les masques. Cette société très étrange, la manière dont les masques ont été livrés, maintenant le fait qu'on ne puisse pas les laver à plus de 30 degrés. Donc il n'y a rien qui va dans cette histoire de masques depuis le début, et ça reste tout de même le signe de l'échec d'une impréparation majeure de notre pays. S'il y a une commission parlementaire, ce que je souhaite, ce sera à mon avis le plat de résistance. Oui. Vous avez combien de masques à la maison? Vous avez le communal, le régional, peut-être bientôt le fédéral? Alors à Evere, ils nous ont offert des très jolis petits masques avec en plus le logo de la commune. Oui. C'est original. Donc c'est le masque communal. Ça, c'est le masque communal. Déjà. Le régional, vous l'avez reçu? J'ai pas reçu le masque régional. J'ai reçu un masque de la chambre, des représentants aussi, mais qui à mon avis là agissait plutôt comme employeur. Oui. Puisque tout le monde en a eu. Des collaborateurs. Et vous avez déjà été chercher le masque fédéral? Non, vous êtes trop jeune encore. Je n'ai pas encore droit peut-être au masque fédéral. Je n'ai pas encore été dans ma pharmacie, monsieur Deleu. Alors, on passe à notre sujet suivant, et évidemment, on va parler des blouses blanches, puisque pendant toute la semaine, des blouses blanches ont fait le tour des hôpitaux bruxellois pour rouspiller à la fois la ministre de Bloc, mais même le ministre Marron au niveau régional. Les infirmiers sont applaudis, peut-être un petit peu moins ces derniers jours, ces dernières semaines, mais ont été beaucoup applaudis ces derniers mois, mais ils sont sur les genoux. Reportage de Philippe Jacquemotte et Thierry Duboquet. Pendant 3 mois, ils ont été acclamés tous les soirs à 20h. Pendant 3 mois, ils ont mis leurs revendications au vestiaire. Mais la demande pour de meilleures conditions de travail est toujours présente. La crise Covid a mis malheureusement en lumière tout ce que nous avions dénoncé, mais l'a mis en lumière de façon spectaculaire. Aujourd'hui, les acteurs doivent se mettre autour de la table et négocier un réel accord général pour l'ensemble du pays, pour les hôpitaux. Une revalorisation des barèmes et plus de personnel, de quoi éviter le stress permanent chez les infirmières ou les brancardiers. Mauvaise communication entre les services et nous-mêmes, donc patient pas prêt, ou mauvaise destination, ou mauvais patient, ce genre de choses. Je pense qu'on a diminué trop fortement les effectifs dans les services. Vous devez courir dans tous les sens Ah mais ça c'est depuis des années. Les blouses blanches manifesteront encore demain à l'hôpital Saint-Pierre et à Bordet. La semaine prochaine, ce seront les hôpitaux Iris Sud qui manifesteront. La précarité menace tous les établissements. Jusqu'à maintenant, nous avons tout fait pour maintenir cette qualité, mais nous arrivons, c'est comme un élastique qu'on tend. L'élastique, il a été tendu ces dernières années, et là, il est prêt à se rompre. Le personnel soignant a entamé des négociations avec les ministres de la Santé, Maggie de Bloc et Alain Marron pour Bruxelles, où les barèmes sont plus bas qu'en Flandre et en Wallonie. Une manifestation nationale est déjà programmée le 13 septembre. Alors François Desnet, au niveau fédéral, il y avait ce fameux fonds blouse blanche, et là, il était pérennisé, en fait, ce fonds? Alors, jeudi soir, il y a une proposition de loi qui a été votée à la quasi-unanimité et qui met en œuvre effectivement ces 400 millions d'euros chaque année qui vont être consacrés à la... Alors, c'est ça qui est intéressant, à la revalorisation des aides-soignants en général, mais aussi à l'autre gros problème et qui émergeait aussi dans ce reportage, qui est un problème d'organisation et de vocation. Quand vous allez dans les hôpitaux ou dans les maisons de repos, ce que j'ai fait avec l'un ou l'autre collègue pendant la crise, leur première demande, c'était même pas plus d'argent, c'était plus de bras. On ne forme pas assez d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants de manière générale. Même hors crise du Covid, on sait tous que les besoins en aide aux personnes vont exploser dans les années à venir. Et là, je dis par là qu'il ne faut pas juste mieux payer le métier pour faire plaisir aux infirmiers et infirmières actuels, il faut le rendre plus attractif pour que toute la société puisse davantage se reposer dessus. Et le fonds blouse blanche consacre de l'argent, certes, à des revalorisations salariales, mais aussi à des processus de formation, à des aides pour essayer de rendre le métier plus intéressant, à faire en sorte que les gens qui veulent en partir puissent avoir plus de motivation à rester. Et il faut aussi, manifestement, remettre un petit peu d'ordre dans l'organisation de la formation. Il y a plusieurs statuts d'infirmiers, d'aides-soignants. Il y a beaucoup de choses pour rendre le métier plus attractif. Et alors,
on a désinvesti, c'est plus correct que définancé, parce qu'en chiffre absolu, on n'a pas définancé en 5 ans, mais on a désinvesti en soins de santé. On n'a pas investi à la hauteur des besoins qui ont grandi. Et surtout, Maggie De Bloch a travaillé sans concertation avec le secteur. Un peu comme d'autres secteurs, ce qu'il reproche surtout au gouvernement précédent, outre le manque de moyens, c'est le fait d'avoir procédé à l'AH. Bien sûr qu'il fallait réorganiser les hôpitaux, éviter les concurrences, mais il fallait le faire peut-être d'une autre manière avec le secteur, c'est-à-dire pas seulement avec les syndicats, mais avec les associations professionnelles qui sortent du bois, particulièrement depuis plusieurs mois. Sylvie Losberg, il y a un manque de considération quand on entend... Oui, et ce que je trouve en filigrane de tout ce qu'on évoque ici, c'est quand même la société civile qui maintenant dit des choses. Voilà. Ce n'est pas forcément les syndicats ou les structures. La société civile dit « ça suffit ». Parce que c'est tout le monde, je veux dire, c'est pas seulement évidemment les infirmières, les aides-soignantes, parce que c'est quand même 80%, 85% je crois de femmes dans le secteur, qui sont comme ça maltraitées par une organisation qui leur est évidemment défavorable, mais qui est aussi défavorable aux patients. Et on retrouve aussi dans ce métier dévalorisé financièrement une grande proportion de personnes de couleur. Et donc on voit que tout ça se croise. Et aujourd'hui, il faut vraiment rencontrer tout ça. Et il faut un gouvernement qui écoute. Et malheureusement, c'est là que ça pose un problème. Il n'y a pas cette écoute. Les gens manifestent, c'est pas nouveau que les infirmières manifestent. Mais alors peut-être qu'aujourd'hui, on va les entendre. Et c'est vrai qu'il y a le fonds blouse blanche qui est pérennisé et qui va sans doute revaloriser les salaires. Il y a la pénibilité qui est reconnue. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'effectivement, le rôle central des infirmiers et des infirmières, comme c'était dans la maison de repos, comme dans l'alimentaire, la distribution, ou les éboueurs, tout ce que la crise nous a montré, ce sont des personnes qui sont indispensables au fonctionnement de la société. Et donc, il faut effectivement les relégitimer et leur redonner une valeur qui n'est pas seulement financière. Nicolas Dedecker. Je me réjouis d'ailleurs que d'une certaine manière, le traitement médiatique, mais aussi la façon dont la population prend ce genre d'initiative est désormais symboliquement beaucoup plus positive. On n'entend pas aujourd'hui, vous n'avez pas envoyé, j'espère cette semaine, vos reporters dire regardez, est-ce qu'il n'y a pas un bouchon là à cause des manifestations d'infirmières. Zut, on a oublié. Je vous taquine, Jean-Jacques, vous savez comme je vous admire et vous aime, mais globalement, il y a une fenêtre d'opportunité pour qu'on revalorise les métiers dont on a remarqué, et on l'avait oublié, qu'ils méritent considération bien sûr matérielle avant tout, mais aussi considération symbolique. Et ici, on est dans une première étape où on construit, ou se construit symboliquement une nouvelle image pour ces métiers. Moi, je m'en réjouis. Et je me demande d'ailleurs, François De Smet n'est pas d'accord avec moi, mais si ce n'est pas aussi, puisque symboliquement on revalorise ces métiers-là, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'en faire une campagne électorale? Quels sont vos projets, à vous, partis, pour la santé publique? Il y a plusieurs des positions, j'ai un peu suivi, mais évidemment comme journaliste, pas comme acteur, plusieurs des positions de plusieurs partis ont notablement évolué sur la question de la santé publique ces derniers mois, compte tenu du fait qu'ils se sont aperçus que la gestion des flux les programmes ont changé, vous voulez dire, les programmes électoraux pas les programmes, changer. Mais ici en tout cas la façon dont on va pouvoir défendre le sien ou avancer le sien va solidement changer. J'ai aussi une autre question pour François De Smet. Il y a beaucoup de ministres de la Santé, on a beaucoup parlé pendant cette période-là, oui, il y en a 9, et souvent on a renvoyé les manifestants d'une compétence vers une autre, d'un ministre vers un autre. Ça ne simplifie pas non plus la tâche. Merci, ça me permet de faire une seule réponse à vous-même et à Nicolas Dedecker. Pour nous, il faut des états généraux de la santé, à double titre. D'abord pour réconcilier ce secteur alors, il y a la réconciliation entre la politique et ce secteur, mais aussi essayer de simplifier les structures au sein de ce secteur lui-même, et notamment les niveaux de pouvoir. Et là, en fait, on reprend quelque chose qui était dans notre programme de 2019, en l'occurrence, puisqu'on était un des seuls partis, à proposer qu'on évalue réellement, et notamment sur la santé. On avait pris la santé comme exemple, le poids du fédéralisme belge. Est-ce que, et c'était la 6e réforme de l'État, celle qui a fait en sorte que des filles partent du MR, qui a eu cette idée géniale de diviser les allocations familiales, mais aussi les maisons de repos et de soins, de les octroyer aux régions. Est-ce que, alors il faudra faire le bilan à la fin de la crise, il n'est pas certain que ce soit mauvais en tout, mais est-ce que ça a facilité le traitement de la crise? Est-ce qu'on n'a pas assisté à une gigantesque partie de ping-pong entre les masques, c'est toi, c'est pas moi, les tests, c'est toi, c'est pas moi? J'en suis
suis pas sûr. Faisons des états généraux pour évaluer cette 6e réforme de l'État et voir ce qu'il y a moyen de réformer. Est-ce qu'il ne faut pas refédéraliser tout ce qui a trait à la sécurité d'existence? Est-ce que vous savez que pour la prévention de la santé, vous pourriez même plus faire un plan national anti-tabac dans ce pays? Je trouve que c'est quand même de bonnes questions à se poser. Dernier mot. Intéressante à se poser abstraitement, mais concrètement, ça voudrait dire, cher François de Smet, que Guy Debloc déciderait d'encore plus de choses si la santé n'avait pas été régionalisée. Et on sait, quand on suit un petit peu la politique, côté francophone, à quel point dans le monde hospitalier des soins de santé en Belgique francophone, Wallonie, Bruxelles, on reproche à Guy Debloc d'avoir eu une approche purement flamande. Oui, c'est le risque de la refédéralisation. Il ne faut pas voir les choses comme si, par le prisme d'une personnalité ou d'un ministre, il pourrait y avoir un ministre de la Santé qui soit tout à fait ouvert. Il pourrait y avoir, par exemple. Et vous pourriez y avoir une série de processus de conciliation avec le secteur. Ça pourrait se faire bien autrement. Comment éviter qu'on ait un fédéralisme de renvoi de balles et où finalement tout le monde est compétent pour tout et où personne n'est responsable de rien? C'est surtout ça. On passe à présent à notre dernier sujet, parce que je voulais parler avec vous d'espace public. À qui appartient l'espace public? Tout le monde va en prendre possession, hein, les habitants, les sociétés commerciales, les automobilistes, les piétons, les cyclistes, mais qui en a vraiment la propriété. Voici un exemple à Schaerbeek, raconté par Thomas Dufresne. Il faut un peu d'imagination pour le voir, mais il y a encore 24 heures, entre ces deux voitures, il y avait un véritable petit jardin, des plantes et des légumes ouverts à tous sur environ 1 mètre carré, pas beaucoup plus. Xavier l'avait installé devant son garage en février dernier. On s'est réveillé ce matin, on a regardé et il n'était plus là, il était parti. Pas de message, personne qui est venu sonner à la porte, rien. Alors que c'est notre propre entrée de garage, en plus, on ne dérangeait absolument personne. En quelques mois, l'initiative avait créé de la cohésion, particulièrement à la suite du confinement. C'est même devenu un lieu de rencontre, notamment avec les applaudissements de 20 heures pour le personnel soignant. Pour les voisins, le réveil est donc aussi amer ce matin. Grâce à ça, on avait un tout petit peu, une petite compensation de cette nature qui nous manque et qui parfois est un peu derrière chez nous et parfois pas du tout pour certains. Un potager qui est une initiative collective, qui apporte du tissu social dans la rue, qui amène de la verdure. Mes enfants sont venus ploter des potimarrons, ça a amené les voisins à discuter de ce qu'on avait mis dedans. Enfin bref, ça crée une dynamique incroyable. Mais l'initiative, aussi fun qu'elle puisse paraître, ne plaît plus vraiment à la commune. C'est considéré comme une privatisation de l'espace public. Il y a eu quelques échanges avec les agents de Schaerbeek, mais l'autorité communale a décidé d'évacuer le jardin. Il faut que les citoyens puissent s'approprier l'espace public. Ça, c'est une évidence. Moi, je suis très favorable à ça. Mais il faut que ça se fasse dans un peu de règles. Cette situation, je crois, elle aurait pu être légalisée par le règlement qui existe. Il y a juste une différence, c'est qu'un espace public devant un garage n'est pas un espace privé. C'est un espace dont on peut jouir pour rentrer dans son garage, mais ce n'est pas un espace privé. Aujourd'hui, la commune a finalement proposé d'installer un box de rangement de vélos à la place du jardinet. Un vélo-box, oui, on en a besoin, mais mettez-le ici, sur une vraie place de parking. Je veux dire, pourquoi est-ce que nous, on devrait finalement condamner notre entrée à nous? Le petit jardin a quant à lui été retrouvé cet après-midi par ses anciens propriétaires. Il restera ici à la décharge communale de Schaerbeek. François de Smet, qui a raison dans cette affaire? C'est compliqué. Les habitants ont raison de vouloir plus d'espaces verts et des endroits. Et on en voit plein fleurir. Il y a beaucoup de communes, dont Schaerbeek, qui prennent des initiatives pour avoir des potagers, des espaces verts, des espaces autour d'arbres où on peut cultiver. D'un autre côté, la commune a raison quand elle rappelle que l'espace qui est devant votre garage ne vous appartient pas. C'est de l'espace public. Et si vous laissez n'importe qui s'amener en disant cet espace public, parce qu'il est devant chez moi ou parce que je le trouve joli, est à moi et j'ai le droit d'y mettre un potager collectif, sans essayer de faire quelque chose avec la commune ou sans faire votre potager à un endroit où la commune vous dit ah bah tiens, là, moi commune, je décide que ceci va être un potager, que tout le monde vienne. Là, ça ne va pas aller non plus. Donc je trouve, c'est cornélien. Je comprends que les habitants soient tristes de la perte de ce petit jardin qui heureusement n'a pas été détruit, mais on n'est pas propriétaire de l'espace qui est juste devant vous. C'est vrai que c'est la privatisation de l'espace public. Et si vous autorisez un tel à le faire pour faire un jardin, ça veut dire que vous autorisez n'importe qui à le faire pour faire n'importe quoi, peut-être une œuvre abstraite, peut-être un débarras, peut-être des feuilles mortes. Ça ne va pas. Il faut le faire selon les règles, même si je comprends l'idée de base et ça va peut-être faire évoluer quelques pratiques communales et ça, pourquoi pas, c'est bien. Sylvie Losberg.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est quand même le fait que les personnes disent on se retrouve là, ça fait du lien social. Et ça, la crise, elle a aussi changé ça. C'est-à-dire un besoin d'être ensemble, de se retrouver et de se retrouver avec quelque chose qui fait sens au niveau collectif. Et à Paris, par exemple, on voit les terrasses maintenant qui prennent le pas sur les places de parking. Je pense c'est autorisé par la commune. Oui, bien sûr. Alors le problème, je pense ici, c'est un dialogue qui a manqué. Il aurait peut-être fallu demander quelque chose, ça aurait peut-être pu être un peu aménagé à droite ou à gauche. Parfois, c'est le propriétaire de la maison qui refuse qu'il y ait certaines choses sur sa maison. Oui, mais donc c'est vrai que si l'on prend la question de l'espace public aussi comme un endroit collectif, hein, on a d'autres exemples qui sont intéressants, notamment, et je reviens sur la question de la mémoire, on pourrait avoir un endroit sur le Congo, par exemple, qui ferait sens et où on pourrait aller se retrouver pour manifester ce que l'on ressent par rapport à cette période. Et ce à quoi vous faites allusion, c'est une demande que nous avons formulée avec le Centre d'action laïque à la ville de Bruxelles pour apposer une plaque sur la maison de l'avenue Louise où il y a eu la Gestapo et où il y a eu des tas de personnes qui ont été torturées dans les caves. Et là, effectivement, les propriétaires ont toujours refusé qu'on mette une plaque et on a proposé soit des pavés, soit un arbre. On dit, ben voilà, l'espace public, il est là, c'est pas forcément sur le bâtiment, mais on peut peut-être alors utiliser l'espace public collectivement. On passe à nos coups de cœur. Très rapidement, Sylvie, vous vouliez parler d'un livre. Oui, c'est un énorme ouvrage qui s'appelle Sexe, race et colonie. Et c'est 1000 peintures, illustrations, photographies sur 6 siècles d'histoire. Et on voit dans ce livre, au fond, comment l'imaginaire a été nourri par une pensée raciste, une pensée de la domination, du corps de l'autre et du corps autre. Et je trouve qu'à travers l'image, il y a des textes très, très éclairants, mais l'image et les légendes nous donnent déjà un aperçu de comment, au fond, cette pensée raciste, elle nous imprègne, même si on veut la contrer, il y a quelque chose qui résonne en nous. C'est vraiment un ouvrage indispensable. C'est magnifique, c'est 65 €, c'est pas très cher. C'est vous qui non, dites. Pour c'est 600 pages. Hein, le rapport qualité-prix. Voilà. Nicolas de Decker, on va enfin savoir ce que vous faisiez pendant le confinement. Eh bien voilà, c'est peut-être paradoxal à l'heure où on se prépare tous à recommencer à sortir, on l'a déjà largement recommencé, mais moi j'ai non pas découvert, mais redécouvert, exploré de fond en comble le site prodigieux de la RTBF, la Sonuma, sonuma.be, qui numérise, c'est la société qui numérise toutes les archives de la RTBF. Je regrette qu'elle ne soit pas assez, qu'elle ne les publie pas systématiquement, parce qu'ils doivent vendre aussi leurs trucs, donc ils ne mettent pas tout, mais il y a quand même des trésors fantastiques. Par exemple, je vous conseille, par exemple, un très beau documentaire sur Raymond Goethals, des 1973, je pense, quand il veille à manquer à se qualifier à la Coupe du Monde. C'est pas celui qu'on voit là. Et ça, c'est Michel Demaret, qui fut bourgmestre de Bruxelles, mais avant d'être bourgmestre de Bruxelles, il a été une espèce de star de la télé-réalité, parce qu'il a figuré dans 2 très longs reportages sur les week-ends à la mer et sur les fonctionnaires, qui sont délicieux, magnifiquement filmés et animés par la merveilleuse figure truculente de Michel Demaret. Merci à tous, invités, chroniqueurs. Il ne nous reste plus de temps, hélas. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une émission des experts. Au revoir.